Nous sommes avec Yves Subaroc, qui est le cofondateur du projet EE. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite présenter le projet EE? Oui, donc je m'appelle Yves Subaroc, je suis entrepreneur et j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Projet EE, dont l'ambition est de changer le regard sur l'environnement des personnes fragiles en perte d'autonomie. Et D'accord, pour ce faire, on met au service du projet une démarche d'innovation qu'on appelle innovation par le design d'usage, en mettant les usagers et leurs problématiques au centre de notre travail. d'accord. Donc durant cet échange, on va apprendre, que je vais apprendre, plutôt vont apprendre le design d'usage appliqué à votre projet. Le projet EE, de quoi il s'agit? Alors, projet EE, c'est un projet qui est né en 2017 entre deux cofondateurs, Thérèse et Yves. Thérèse, elle vient du domaine du care, elle travaillait dans le domaine du soutien des personnes à domicile, dans l'organisation de ce soutien-là, et avec un constat qui est le fait qu'aujourd'hui, les aides techniques servent peu à domicile, que les gens ne s'appuient pas dessus. On va se focaliser au travers de notre échange sur une particulièrement, qui est le déambulateur. Oui. Déambulateur qui généralement est jugé stigmatisant et peu utilisé. Moi, j'ai une personne de ma famille, juste pour une petite parenthèse, qui me disait, mais on ne peut pas sortir avec le Covid, elle est en résidence autonomie, on ne peut pas sortir avec le Covid. Et en fait, c'est pas ça, en fait. C'est qu'elle avait peur de sortir avec son déambulateur, d'être stigmatisée. Tout à fait. Donc ça, en amont du projet, on l'a observé au travers d'une enquête sociologique qui fait état de stratégies pour contourner l'usage du déambulateur. Donc, il y a des sociologues qui, à travers des mécaniques d'observation en sociologie, ont observé des personnes qui s'évertuent à s'appuyer sur d'autres objets socialement acceptables pour ne pas évoluer en société sur un déambulateur. Concrètement, elles acceptent de prendre le risque de tomber pour ne pas être stigmatisées. Alors, Ça, est-ce que dans votre démarche, on arrive vraiment à complètement changer l'image du déambulateur? alors, c'est le travail et c'est l'ambition que nous portons. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Je peux vous dire, c'est le chemin sur lequel on marche, oui. D'accord. Donc, présentez un peu plus le déambulateur, enfin, votre projet. Vous l'appelez toujours déambulateur ou vous l'appelez autrement? Non, alors aujourd'hui, on l'appelle autrement. Aujourd'hui, on l'appelle flâneur. D'accord. Donc, on a développé un objet en lien avec des personnes et des organisations. Organisations comme Living Lab. On a été chercher de l'expertise auprès d'ergo, auprès de kinés, et également auprès de personnes vieilles comme jeunes, en perte d'autonomie, pour s'appuyer sur leur expertise de la perte d'autonomie, on va dire. Et en les mettant au centre de notre processus de conception, on a réussi à concevoir un nouveau produit qui s'adresse non plus aux personnes, mais aux établissements recevant du public et qui est destiné à accompagner tant ces personnes qui sont en situation de fragilité à la mobilité que tout un chacun en procurant un confort à la mobilité. Très concrètement, on va accompagner 4 situations de mobilité. On va accompagner des familles qui se promènent avec des enfants. On va accompagner des personnes qui sont chargées, des personnes qui sont en situation de mobilité difficile, et puis des personnes qui ont, on va dire, envie de confort D'accord. dans leur mobilité. Oui. Donc, une des idées, si je comprends bien, c'est de. Donc, on part d'un produit qui historiquement était plutôt pour les personnes âgées. On lui trouve d'autres usages sur d'autres générations. Quelque part, on le déghettoise, j'appellerais ça comme ça, déghettoise. Ça, c'est une des premières étapes, une des étapes. Oui. Ouais. Ça, c'est la première étape. Donc, la première étape, en fait, c'est d'analyser avec des personnes quels sont les freins à l'usage d'un ambulateur, de comprendre comment s'est construit la stigmatisation à l'usage à leur niveau. Et ensuite, petit à petit, on va démonter chacune des mécaniques pour adresser une nouvelle solution qui fait des faiblesses du déambulateur qui en fait une force. Là où le déambulateur est une solution individuelle, verticale et stigmatisante, nous, on va faire une solution qui est collective,
inclusive et qui appartient à tout le monde. Le passage de l'un à l'autre, en fait, elle se fait avec les personnes concernées, mais dans le parcours, en fait, l'idée finale ou les idées, en fait, sont trouvées par vous, en fait, qui menez l'expérimentation, enfin, l'étude, le process, ou c'est vraiment trouvé par les personnes elles-mêmes? C'est vraiment trouvé par les personnes elles-mêmes. Nous, on est juste des médiateurs. En fait, on est au service d'un besoin. Euh, on a des personnes qui l'expriment de différentes manières. J'ai par exemple une photo d'une des premières maquettes qui a été faite par ce groupe d'usagers avec lequel on a travaillé et qui nous dit, ben voilà, nous, on recherche quelque chose comme ça. Donc, on voit une chaise, on voit des roues, on voit de la couleur. Et ça, c'est les premières intentions. Et ensuite, nous, au travers de différents outils qui vont aller en se précisant au fur et à mesure de la définition de l'intention, on va représenter ce que ces personnes attendent. D'accord. Une démarche de ce type-là prend combien de temps, en fait? En combien de temps on arrive à trouver, peut-être ça dépend des projets, mais par exemple, sur votre projet, ça a mis combien de temps depuis l'idée à l'origine, ou alors au début de la co-création, enfin, avec les personnes, jusqu'à un prototype un petit peu final, ça prend combien de temps? Alors, on a commencé la co-création en janvier 2019 et on est à quelques mois de l'industrialisation de notre solution. D'accord, d'accord. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut expliquer les différentes étapes, s'il y a différentes étapes ou les différents moments en fait du design d'usage? Alors en fait, le process qu'il y a derrière le design d'usage est un process itératif. Ça veut dire que on fait des pas en avant et sur lesquels on accepte de temps en temps de revenir parce qu'on a peut-être mal compris quelque chose. Dans un premier temps, on a animé 6 ateliers avec des personnes depuis cette identification des freins à l'usage jusqu'aux bénéfices à l'usage. Et après, en cherchant à trouver un contexte d'usage qui soit porteur, qui parle aux personnes, c'est elles qui l'ont trouvé en nous disant, en fait, mais je reviendrai dessus, je reste sur la démarche, excusez-moi. Donc ça a été toute l'émergence. Ensuite, il a fallu maqueter à 2 échelles différentes. D'abord, une première petite échelle, on a maquetté à l'échelle 1/10 sur ces principes-là pour discuter. Ouais. Et puis ensuite, à l'échelle 1, et ensuite sur la base de prototypes industriels, et puis de premiers produits d'une chaîne industrielle. Est-ce que dans un des moments, vous faites intervenir l'écosystème, par exemple? Là, on parle d'un système qui est plutôt dans des musées, j'ai bien compris, dans des musées, dans des lieux de visite. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous faites intégrer également les responsables de ces musées, les responsables de ces lieux, en fait? Ouais, alors, nous, on a à cœur de vraiment pratiquer la co-construction avec l'ensemble de la chaîne. Donc oui, on va dire qu'au bout de 10 mois de co-construction avec les usagers, on a intégré des établissements recevant du public du type des musées, en leur disant, voilà, on a des personnes qui nous font état d'un besoin. Est-ce que vous partagez ce besoin? Il s'avérait que oui, ils partageaient ce besoin parce qu'eux n'ont pas d'outils pour recevoir les publics en général en difficulté de mobilité. Et donc, ils sont venus, ils ont participé, ils ont expérimenté, tout comme derrière des industriels, des gériatres, toute la chaîne qui participe à la construction, on va dire, du soutien à la mobilité. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au début, j'imagine que les groupes étaient uniquement composés de seniors ou déjà composés d'autres personnes, d'autres générations, d'autres situations? Ouais, au départ, en fait, donc on s'appuie sur un Living Lab qui est du côté de Montpellier et qui, lui, est en capacité d'animer tout un écosystème de personnes en perte de mobilité. D'accord. Des personnes jeunes et des moins jeunes. On a la personne la plus jeune qui doit avoir 30 ans, qui atteint la maladie de Parkinson de manière très, très tôt, et des personnes qui ont 90 ans et qui, sous l'effet du vieillissement du corps, sont venus, ont participé, ont accepté de transmettre leur expertise. Donc ça, c'est vraiment le groupe de départ.
avec autour des professionnels qui, eux, ont pu nous renvoyer le regard sur nous, l'expérience qu'on a en tant que professionnels du suivi autour de la perte de mobilité, c'est ça, c'est ça. Et le point de départ, c'est vraiment ce constat sur la stigmatisation et le fait que les gens n'osent pas sortir en s'appuyant sur le déambulateur. D'accord. Et ensuite, progressivement, ensuite, progressivement, les autres typologies de personnes qui pourraient utiliser également ce système-là sont identifiées et vous les intégrez au fur et à mesure dans la co-création. Oui, alors en fait, suite à cette co-création avec ce focus groupe de personnes en difficulté de mobilité, en intégrant les musées et grâce à leur terrain d'expérimentation, ensuite, on a pu toucher d'autres publics au sens très, très large. C'est-à-dire que les produits, on les a mis à disposition des musées en leur disant, allez-y, expérimentez, mettons en place des outils de mesure pour voir ce qu'il se passe et regardons l'usage, observons-le. Et donc, en mettant un produit à disposition dans des musées, vous avez des familles, vous avez des badauds, des curieux, des personnes qui sont chargées, qui disent « Ah ben ouais, tiens, pour moi, ça serait pratique, moi, je vais m'en servir comme ça », et qui commencent à le détourner. Et nous, on était là pour observer ça avec différents outils. Et à partir de là, on construit une solution qui va parler du coup à l'ensemble de la chaîne. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on trouve les autres typologies de personnes qui peuvent utiliser votre produit, les autres typologies, en fait, vous faites des sous-catégories ou c'est tous ensemble dans un environnement, en fait, que vous les observez. Est-ce que vous faites des focus group avec chaque typologie? Par exemple, si on dit que c'est les enfants, par exemple, qui ont des difficultés à marcher, est-ce qu'on va faire un focus group que pour les enfants ou vous allez regarder ça vraiment dans l'environnement du musée, par exemple, chez vous? Alors, nous, on l'a regardé à deux échelles, à l'échelle des personnes, comme cité premièrement, et à l'échelle des établissements. D'accord. On est soumis à des contraintes économiques comme toute société et on n'a pas eu encore le plaisir de pouvoir faire des focus group avec les différentes sous-catégories. D'accord. Mais sinon, à la base, si on, en tout cas, j'allais dire entre guillemets, si on respecte ou si on fait toute la démarche, on devrait le faire, les focus group par typologie, ou c'est pas forcément nécessaire? Alors, c'est pas forcément. C'est une bonne question. Je dirais que c'est pas forcément nécessaire pour arriver à mettre un produit sur un marché. C'est par contre très intéressant en termes de conception, c'est-à-dire qu'on pourrait avancer dans le détail. Toute la question derrière est de la viabilité économique et de la solidité d'une structure. Nous, on est une start-up et donc on est soumis à trouver un marché rapidement. Mais du point de vue conception, si on fait un focus group demain avec des familles, eux, ils vont nous faire part de micro-détails, de besoins qui deviennent très précis et desquels on va pouvoir se saisir. Je pense que ce n'est pas gênant dans notre modèle, qu'on va pouvoir apprendre derrière. Mais oui, il y a un intérêt à observer tous les usages et à mener une solution qui serve le mieux possible toutes les situations. De toute façon, les méthodologies, c'est sans cesse. Je me souviens d'avoir échangé avec un directeur marketing d'un gros assureur. Je parle au niveau marketing, par exemple. Et il disait qu'il fallait commencer par une quali, après on faisait le quanti, puis le quanti avait des interrogations, on retournait dans le quali, après l'interrogation, on retournait dans le quanti. Bon, bref, il disait au bout d'un moment, il faut bien prendre la décision de limiter et de s'arrêter pour créer le produit, parce que sinon, on ne tourne jamais. Par rapport au musée, au bout d'un moment, j'imagine que vous avez interviewé des dirigeants des musées, des dirigeants de ces structures-là, pour voir si c'était intéressant pour eux, s'ils avaient les budgets pour l'acheter, quels étaient leurs critères d'achat. Au bout d'un moment, vous avez interviewé ce type de personnes. Oui. Oui, ils font partie de la construction de notre modèle économique. On s'est appuyé sur leur modèle d'achat, leur capacité à accompagner des achats, sous quelle forme, pour adresser une solution qui, à un moment donné, soit en phase avec la réalité du marché, quoi. C'est toute la force de la méthode, on va dire, d'innovation par le design d'usage de la co-construction. En revanche, c'est quelque chose qui nécessite de prendre du temps, de se mettre d'accord, d'échanger, de construire. Moi, généralement, je dis, quand je commence un projet plutôt en marketing, nous, c'est stratégie marketing, je dis en fait que votre produit doit être cohérent avec vous, en fait, le porteur du projet ou l'offreur, en fait, cohérent avec la demande, puis cohérent avec l'écosystème. Et généralement, on s'aperçoit que lorsqu'ils mènent des projets qui ne sont pas
soit en fait, beaucoup ont des croyances. En fait, bon, vous vous rendez compte, il y a beaucoup, qui ont beaucoup des croyances sur les méthodologies. Hein. Bon, bref, c'est hallucinant des fois. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un décalage. Donc, ils peuvent faire un projet qui est très bien. Par exemple, ils auraient pu faire un projet qui soit très, très bien conçu pour les musées, pour vous, par exemple, mais pas suffisamment bien pour une typologie. Donc, il y a eu un manquement. Ou alors un projet qui était très bien pour vous et pas forcément bien pour les musées. Et c'est l'alignement, en fait, ce que vous dites, en fait. C'est l'alignement de l'ensemble qui fait que le projet a plus de chances de réussir. Ben, cet alignement, ouais, c'est 2 ans de développement à temps plein. Ouais. Il y a une D'accord. vingtaine de personnes derrière la Ouais. startup, de façon externalisée. On s'appuie sur un cabinet de mesure d'impact social Mmh. pour aller chercher vraiment les indicateurs de qu'est-ce qui fonctionne et même en se coupant nous-mêmes de notre regard. L'exemple que vous prenez, en fait, c'est celui des biais cognitifs, c'est-à-dire que toute personne qui C'est ça. observe, et a fortiori un concepteur, a envie de voir dans ce qu'il observe ce qu'il cherche à faire. C'est ça. Mmh. Donc, on s'est isolé de ça pour gagner en recul et arriver à construire avec différentes cibles usagées et différents clients, quoi. Mais sinon, il y a risque du biais de confirmation, par exemple. On va essayer d'aboutir au projet qu'on avait imaginé, puis s'auto-convaincre. Parce qu'effectivement, moi, on voit quand un porteur de projet arrive, ou même dans un grand groupe, en fait, et puis qu'ils ont travaillé depuis des mois et des mois sur un projet, et puis qu'ils sont un petit peu engagés quelque part, hein, euh, se remettre en question, des fois, ça fait peur, ou ça fait pas plaisir, en fait. Ça fait pas de plaisir. À notre niveau, je dirais que déjà c'est un métier Mmh. en amont. Hein, le design d'usage, c'est une méthodologie qui s'apprend, qui s'enseigne. C'est pas forcément confortable quand on l'acquiert. Une fois qu'on a confiance dans la méthode, ça devient agréable parce qu'on sait qu'on va couper court à ces biais-là, qu'on va adresser quelque chose qui correspond à des attentes, à un besoin, et qu'on aura pris normalement suffisamment de temps pour le maturer, pour supprimer toutes ces inconnues ou toutes ces interprétations. D'accord. Ceux qui vont nous écouter, ils vont nous dire, ils vont dire, mais 2 ans, c'est trop, beaucoup trop. Moi, j'ai pas les 2 ans. Est-ce que c'est possible de suivre cette méthodologie en 6 mois ou en 4 mois? Euh, Parce que ça, à par, mon avis, il y en a qui nous écoutent, ils vont dire, mais attends, mais 2 ans, c'est beaucoup trop. ouais. On ne peut pas faire 2 ans. Moi, j'ai 6 mois pour sortir mon produit. Alors, par goût pour les défis, je dirais oui, c'est possible. C'est possible de se focaliser, d'être sûrement beaucoup plus productif, proactif sur 6 mois. Je pense que ça demande des moyens différents également parce que concentrer toute une équipe sur 6 mois, on va plus vite, mais souvent c'est plus cher. J'imagine que pour agir dans ces temps-là, en fait, on ne s'adresse plus à des startups, mais à des grands groupes qui ont la capacité de mobiliser des équipes entières hein, avec des moyens conséquents. Et après, la particularité dans notre cas, c'est de partir d'un des objets qui soit les plus stigmatisants ou quelque chose de très difficile avec beaucoup de difficultés à manipuler. Il faut du temps pour que les gens acceptent d'en parler. Bien sûr. Nous, quand on a présenté le projet en amont, tout le monde rigolait quand vous dites on va faire un déambulateur entre guillemets sexy, qui s'appelle une flâneuse aujourd'hui, mais qu'on va l'adresser au musée. C'était une crise de fou rire assurée parce que en fait, le déambulateur aujourd'hui est identifié comme un frein à la mobilité alors que ce n'est pas le cas et qu'il a fallu vraiment changer tout ça. Donc ça prend du temps aussi, quoi. Il faut le temps que les gens acceptent de se faire à l'idée. Il faut… Et vous êtes arrivé au point où, dans un musée, j'imagine que les déambulateurs sont rangés dans un coin, les personnes que vous ne connaissez pas qui parcourent le musée, certaines vont naturellement, déjà vont comprendre ce dont il s'agit et vont naturellement l'utiliser sans avoir peur du regard extérieur. Oui. On arrive à ce Ouais. point-là. Ouais. On arrive au point en fait où Euh, déjà, les objets, ils fonctionnent sans nous. Aujourd'hui, ils sont à l'expérimentation dans une médiathèque de Toulouse. Euh, et oui, les gens s'en saisissent de par des contextes qui se rapprochent d'autres situations qu'ils connaissent. Par exemple, les caddies en libre-service dans les supermarchés.
On ne se pose pas la question, on en prend un parce que c'est pratique. Là, on identifie suffisamment la fonction, le fait qu'on va pouvoir transporter ses affaires, un enfant ou s'asseoir en fonction du besoin qu'on a. Pour si on voit l'objet, dire OK, ben, moi je vais m'en servir, j'en ai le besoin, je le prends, je m'en sers. J'imagine que par exemple, ça dépend de la manière dont les déambulateurs sont rangés. S'ils sont rangés comme des caddies sur, j'imagine, sur des longues files, on se dit, bon, peut-être qu'il y en a beaucoup, donc ce n'est pas uniquement pour les personnes handicapées. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, il y a un vrai enjeu. Là, ça devient très intéressant. Là, c'est un enjeu au niveau de nos clients, en fait, où il faut arriver à sensibiliser nos clients sur le regard et l'usage qui est attendu par les personnes. Là où l'objet devient un vrai levier pour accompagner des personnes qui ont des difficultés à la mobilité, c'est si on multiplie les contextes d'usage. Et pour multiplier les contextes d'usage, il faut qu'il y ait suffisamment de produits à disposition des personnes en général dans un établissement. Vous pouvez réexpliquer là? Oui, bien sûr. Si je mets 6 produits au milieu de 1500 personnes, les gens vont le regarder en disant non, je vais le laisser à quelqu'un qui en a sûrement plus besoin que moi. Ah d'accord, il y a ça qui, ouais. Bien joué. Si j'en mets une cinquantaine, en fait, les gens vont commencer, entre guillemets, à jouer avec. Il y a des gens qui vont s'en servir pour transporter des bouquins, d'autres qui vont dire, bah, moi, j'ai 2, 3 enfants, ouais, ça va être plus pratique pour moi de faire une visite avec cet objet. D'autres qui en ont besoin pour accompagner une fatigabilité et qui, du coup, vont pouvoir s'en servir naturellement. Ce qu'on a pu observer, c'est que la quantité de produits mis à disposition influait sur la manière dont les gens s'en servent. Très bien joué. Et au niveau du look, j'allais dire du design, mais du look, qu'est-ce qu'il a fallu changer, modifier, créer sur le déambulateur pour qu'il soit accepté? En fait, moi qui suis passionné par la psychologie, ça me fait penser à ce que, en fait, c'est chacun d'entre nous, on a des références. Quand on voit un objet ou un service, on a des références, en fait, d'ailleurs, des fois inconscientes. En fait, le fait qu'on change légèrement le produit ou qu'on en mette plusieurs, en fait, on change dans l'inconscient la référence. En fait, on ne tape pas sur la même référence, entre guillemets, taper sur la même référence. C'est juste. C'est juste. Nous, ça nous a demandé, par exemple, un gros travail. On pensait en être arrivé à un produit commercialisable. Et en le mettant en test une dernière fois, on a eu un retour sur le fait que les gens lisaient encore dans la forme, dans l'aspect formel du produit, des codes qui appartenaient au déambulateur. Ouais, c'est ça, et là, il a fallu reprendre du temps pour passer des coups de gomme sur, à un moment donné, des références géométriques qui appartiennent à un objet et qui font appel à cet inconscient. C'est ça. Concrètement, vous pouvez donner des exemples sur le déambulateur de ce qu'il a fallu changer au niveau du look, du design pour gommer ces références, ouais. changer ces références. Ouais, je pense qu'on a tous la référence du déambulateur comme un cadre de marche sur lequel il y a 4 roues. Nous, on s'adresse au déambulateur à roues, donc un cadre avec 4 roues. Nous, on a été chercher dans le vocabulaire, dans le langage qui appartient au mobilier, des codes. On a développé un piétement, un dossier, des accoudoirs, des assises, donc ça, on l'a emprunté au domaine du mobilier pour le mettre au service du déambulateur de manière à le camoufler, on va dire, et adresser une solution qui est beaucoup plus inclusive, y compris dans son langage formel. Ce qui était capital pour rendre l'objet acceptable, surtout pour les personnes qui en ont vraiment le besoin. Là également, en fait, on a mesuré l'impact du design sur la perception du produit. Et ce qu'il ressort, c'est que plus les gens sont proches du besoin d'un déambulateur, plus l'impact du design, plus ils sont sensibles à cet impact-là. D'accord, c'est-à-dire en fait, ceux qui sont vraiment concernés, ils vont se dire, oh là, je peux utiliser ce produit-là parce que je vais le sentir trop impactant pour moi négativement. C'est eux qui sont le plus sensibles aux petits changements de design. Ouais. D'accord. Plus j'en ai besoin et plus j'ai besoin que ça ne ressemble pas à mon déambulateur. On est vraiment dans cet aspect psychologique et de quand est-ce que l'objet devient acceptable, sous quelles conditions. Et
un vrai levier, c'est le fait que l'objet soit intergénérationnel, donc on puisse tant accompagner des enfants que des difficultés de mobilité. Et à partir du moment où on voit d'autres populations s'en servir, ben nous, ça a été une des clés. Et les gens disent, OK, en fait, si des parents s'en servent avec des enfants, très bien, je peux m'en servir aussi, ce n'est pas juste pour moi. Et le Au final, avec votre produit, que peut-on faire maintenant dans un musée? On peut s'asseoir dessus, on peut s'appuyer dessus, on peut faire quoi? on va pouvoir commencer, je vais commencer par ordre de priorité selon une pyramide inversée. Donc, le point de départ, c'est on va pouvoir marcher, stabiliser la marche et s'asseoir à tout moment, qui est la fonction primaire du déambulateur. Ça, c'est le point de départ. Derrière, par agrandissement, on va pouvoir accompagner le transport d'affaires, le transport d'enfants, le fait de surélever des enfants, qui aujourd'hui, si vous faites une exposition dans un musée avec des enfants, très souvent, ils vont vous demander de les porter pour pouvoir observer à hauteur d'adulte. Donc ça, on l'a pris en considération également en disant, est-ce qu'on peut offrir une plus-value aux familles pour rendre l'objet également acceptable? D'accord. Alors, j'ai bien compris de façon à ce que l'enfant puisse monter quelque part sur l'objet Ouais, pour être plus haut. ouais, tout à fait, Pas selon mal. deux niveaux. Mm. Et on a tout fait pour que les enfants puissent monter aussi de manière autonome sur le produit pour amener une plus-value. Je me place là également dans une situation d'un papa et j'ai une difficulté à une jambe, je vais au musée avec mes enfants. Si vous me demandez de porter mon enfant pour le mettre sur une poussette ou sur un objet, il y a un moment où Bien sûr. je peux être à défaut dans l'usage du produit. Donc, on a tout fait pour que ça soit ludique pour des enfants, sécuritaire pour des parents, mais qu'on accompagne. Au final, avec les musées, une question que je me suis posée, c'est que ça doit augmenter le temps passé par les personnes âgées ou en perte d'autonomie dans les musées. Oui, ouais, très précisément, on augmente pour tout type d'usager à hauteur de 80% D'accord. D'accord. cet indicateur-là. Ouais. Ça aussi, il faut regarder que ça soit cohérent avec ce que veulent les musées. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est une attente qu'ils ont. D'accord. C'est une attente qu'ils ont, c'est un indicateur auquel ils sont très sensibles parce que ça veut dire qu'ils accompagnent un vrai confort de visite, une meilleure expérience au niveau des usagers. Pour l'avenir, quelles sont les prochaines étapes de votre projet? Alors, on en est au stade où on accompagne une certification en tant que dispositif médical de classe 1 qui correspond à la certification des déambulateurs. Ça, c'est le travail qu'on mène actuellement. L'objectif, il est de commercialiser très rapidement maintenant. On a nos premiers clients et derrière de lancer une production industrielle en appui sur une entreprise, une SCOP qui est du côté des Pyrénées. D'accord. Est-ce que vous recherchez des partenaires pour l'avenir? Puis quel type de partenaires si vous recherchez des partenaires? Oui, alors comme toute entreprise, on est en quête permanente de partenaires et d'expertise. On a plein de choses à apprendre et envie de travailler avec beaucoup de monde. Quel type de partenaire à différents niveaux. On va attendre de certains clients qui ont une expertise propre à leur dimension. Si je prends des très, très grands musées, ils gèrent des flux de personnes qui sont juste phénoménaux. Ça, c'est une des attentes qu'on peut avoir, c'est de commencer à se frotter à des problématiques de mise à disposition dans des espaces où il y a extrêmement de monde. On va chercher des partenaires qui ont différentes expertises autour des situations de fragilité pour arriver à communiquer sur le fait que nos produits existent dans les établissements. C'est-à-dire que mettre les produits à disposition, c'est une chose, mais encore faut-il sensibiliser les personnes qui aujourd'hui ne s'autorisent pas à se déplacer dans des musées sur le fait qu'elles vont trouver une solution quand elles seront sur place. D'accord. D'accord. Une conclusion pour l'émission? Une conclusion pour l'émission, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, dès la réouverture des musées. Oui, il y a ça aussi qui compte pour votre projet, bien sûr. Et j'espère sur Paris, où on a de jolis témoignages d'intérêt.
D'accord. Merci Yves. Yves Subaroc, je rappelle que vous êtes cofondateur du projet EE. Merci beaucoup. Merci Frédéric.